Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vais aujourd'hui vous parler du Sénégal, un État d'Afrique de l'Ouest, bordé par l'océan Atlantique d'un côté, au nord, nord-est, la Mauritanie, un grand pays musulman, le Mali à l'est, la Guinée au sud-est et la Guinée-Bissau au sud-ouest. Et puis, comme une sorte d'enclave, se trouve la Gambie à l'intérieur du Sénégal. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un pays qui a d'abord une relation particulière avec le nôtre. C'est la patrie de Léopold Sédar Senghor, poète de la négritude comme Césaire et compagnon d'Aimé Césaire. Le trio Césaire, Senghor et Damas. La deuxième raison, c'est qu'au large des côtes du Sénégal, en face de Dakar, qui est sa capitale, se trouve l'île de Gorée, qui du XVe siècle au XIXe siècle a été le plus grand centre de commerce d'esclaves de la côte africaine, le plus grand. Et la dernière raison, qui n'est pas la moindre, c'est qu'un événement dont on mesure encore assez mal les conséquences vient de s'y dérouler. L'élection à la présidence de la République du Sénégal de Bassirou Diomaye Faye, dauphin de l'opposant souverainiste Ousmane Sonko, représentant le Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Ces deux personnages venaient d'être libérés de 335 jours de détention préventive, juste 10 jours avant le scrutin, provoquant la liesse et la joie de milliers de Dakarois, des habitants de Dakar. J'y reviendrai. Mais parlons un peu plus du Sénégal. Ce pays a la réputation d'être le plus démocratique en Afrique de l'Ouest, francophone. Pourtant, sa vie politique, longtemps dominée par la personnalité de Léopold Sédar Senghor, est loin d'avoir été un long fleuve tranquille. Initialement, Léopold Sédar Senghor, s'il souhaitait une réforme du système colonial, était opposé à l'indépendance des colonies. Il militait pour que l'Union française constitue une maison familiale avec, certes, un aîné, la France, mais où les frères et sœurs vivront vraiment dans l'égalité. Une sorte de Commonwealth à la française, en quelque sorte. Cette position très modérée était conforme à celle du parti auquel appartenait Léopold Sédar Senghor, c'est-à-dire la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière, laquelle, il est vrai, avait tendance à occulter la question des droits politiques réels des colonisés. Le 4 avril 1959, la République soudanaise, qu'on appelle aujourd'hui le Mali, et le Sénégal fusionnent pour former la Fédération du Mali. Donc ces deux pays se mettent ensemble. Un an, jour pour jour plus tard, le 4 avril 1960,
est signé avec la France l'accord en vue de l'indépendance de la Fédération soudanaise, la Fédération du Mali, laquelle devient effective le 20 juin 1960. Mais 2 mois plus tard, le 20 août 1960, le Sénégal quitte la Fédération et obtient son indépendance. Le nouvel État est dirigé à ce moment-là par 2 hommes. Léopold Sédar Senghor, qui exerce les fonctions de président de la République et qui est en charge de la politique extérieure. Deuxième homme, Mamadou Dia, président du Conseil, un peu comme un Premier ministre, s'occupe de la politique économique et intérieure. Si Mamadou Dia veut rompre avec le passé colonial et engager son pays dans la voie d'un développement endogène, c'est-à-dire un développement pour lui-même, pas pour satisfaire les besoins de l'ancienne puissance coloniale. Senghor, lui, se tient proche des anciennes puissances coloniales, notamment sur le plan diplomatique. Ainsi, il vote à l'ONU pour valider le coup d'État organisé par le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, contre Patrice Lumumba, qui était le Premier ministre, lequel, Patrice Lumumba, le paiera de sa vie. Ou encore, le même Senghor s'oppose au projet de référendum d'autodétermination en Algérie, supervisé par l'ONU. Les relations entre les 2 hommes, Mamadou Dia d'un côté, Senghor de l'autre, s'enveniment peu à peu. Et en 1962, Mamadou Dia est arrêté, accusé de tentative de coup d'État. Il est condamné à 20 ans de prison et le procureur général de l'époque, procureur général sénégalais, a, en 2010, il y a 15 ans, dit la chose suivante à propos de la condamnation de Mamadou Dia. Il dit « Je sais que cette haute cour de justice a déjà prononcé la sentence avant même l'ouverture du procès. Cela donne une idée de la démocratie naissante au Sénégal. » En dépit de nombreuses demandes de libération adressées par différentes personnalités comme l'écrivain Jean-Paul Sartre, le pape Jean XXIII, François Mitterrand, Léopold Sédar Senghor ne décide de gracier Mamadou Dia, qu'en mars 1974, après 12 ans de détention. À la suite de cet événement, Senghor met en place, en début 1963, après l'arrestation de Mamadou Dia, un régime présidentiel fort. En 1966, son mouvement politique, l'Union progressiste sénégalaise, devient le seul parti autorisé. Il faut attendre une dizaine d'années avant le rétablissement d'un certain multipartisme au Sénégal. Et encore, le multipartisme est limité à 4 formations, pas une de plus. Et le parti de Senghor, l'Union progressiste sénégalaise, prend le nom de Parti socialiste. C'est en 1976 que Senghor visite la Martinique et rencontre son ami Aimé Césaire. Cela s'est passé du 13 au 15 février
1976. Le 1er janvier 1981, Senghor démissionne de ses fonctions de président et son premier ministre, Abdou Diouf, devient le deuxième président de la République du Sénégal. Il reste à cette fonction jusqu'en 2012, toujours sous l'étiquette du Parti socialiste. Parti socialiste sénégalais, naturellement. En 2000, après 40 ans de règne du parti de Senghor, un nouveau personnage émerge. Il s'appelle Abdoulaye Wade et il succède à Abdou Diouf en étant élu au second tour de scrutin. Cette victoire marque la première alternance à la tête du pays. Pour la première fois, les Sénégalais élisent un président qui n'est pas un membre du parti fondé par Senghor, le Parti socialiste, qui a suivi le Parti progressiste sénégalais, l'Union progressiste sénégalaise. Abdoulaye Wade est réélu pour un second mandat en 2007, dès le premier tour. Et le parti qui soutient sa campagne s'appelle le Parti démocratique sénégalais. Toutefois, décrit comme un mégalomane, un machiavélique, cherchant à rester dans l'histoire, mais aussi surtout au pouvoir, il est soupçonné de couvrir la corruption de sa famille et de ses proches. Il modifie d'ailleurs plusieurs fois la Constitution sans aucune consultation ni validation des chambres parlementaires. Comme vous le voyez, même si c'est un pays démocratique par rapport à ses voisins, c'est une démocratie toute relative. Arrive à ce moment-là un autre personnage, Macky Sall, lui aussi membre du Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade. Mais Macky Sall est en désaccord avec Abdoulaye Wade. Il quitte le Parti démocratique sénégalais et fonde son propre parti, l'Alliance pour la République, l'APR. Et il remporte les élections en 2012. Il est réélu pour un deuxième mandat en 2019. Mais ce deuxième mandat commence mal. Sur la base d'un reportage diffusé par la chaîne de télévision britannique BBC, les opposants à Macky Sall dénoncent son népotisme, malgré ses promesses, avec la nomination de membres de sa famille, de proches de son épouse, à la tête de grandes administrations et de sociétés nationales. C'est quelque chose que nous connaissons ici et que nous appelons l'embauche des parents, amis et alliés. Le Sénégal compte un peu plus de 16 millions d'habitants, disons 17 millions d'habitants, dont le quart, donc quasiment 4 millions, vit dans la capitale, Dakar. C'est l'un des plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest, sur le plan économique, grâce notamment à la découverte de gisements de pétrole et de gaz au large de ses eaux. Cependant, ces perspectives de richesse ne masquent pas les dures réalités socio-économiques, puisque 20% de la population active est au chômage, que la moitié de la population a moins de 19 ans, ce qui pousse de plus en plus de Sénégalais à prendre les routes de l'émigration.
L'opposition à Macky Sall organise à partir de 2021, c'est déjà beaucoup plus récent, des manifestations intermittentes pour s'opposer à un éventuel troisième mandat du président sortant, Macky Sall, perçu comme inconstitutionnel, puisque la Constitution prévoit un seul renouvellement. Les manifestations organisées sont durement réprimées par les autorités et plusieurs opposants sont emprisonnés à partir de 2023 et en particulier deux personnages, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, membres du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Un nouveau mouvement politique. Finalement, après 2 mandats du président Macky Sall, les élections présidentielles sont prévues le 27 février 2024, le mois dernier. Puis elles sont reportées, prolongeant de fait le mandat du président sortant. De nouveau, le Conseil constitutionnel juge cette décision non conforme et ordonne la tenue du scrutin avant la fin du mandat de Macky Sall qui se termine le 2 avril 2024, la semaine prochaine. Le parti de Macky Sall, l'Alliance pour la République, présente la candidature de l'ancien Premier ministre de Macky Sall qui s'appelle Amadou Ba. Ousmane Sonko est empêché de se présenter à la suite de problèmes judiciaires où il a été condamné, à l'issue desquels il a été condamné pour diffamation. Et il désigne, avec son parti des Patriotes sénégalais pour l'éthique, le travail et la fraternité, il désigne Bassirou Diomaye Faye, qui lui aussi, tous les deux sont en prison. Ils sont en prison. Ils ont été libérés le 15 mars 2024, il n'y a pas longtemps, exactement 9 jours avant le scrutin. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko font campagne la main dans la main. Le premier bénéficiant pleinement, Bassirou, du soutien d'Ousmane Sonko. Ce dernier l'accompagne dans tous ses déplacements. Les deux hommes mettent en avant la lutte contre la corruption, visant explicitement le gouvernement sortant, celui de Macky Sall, et la protection de l'économie sénégalaise vis-à-vis des puissances étrangères. Diomaye Faye propose ainsi la création d'une nouvelle monnaie en vue de remplacer le franc CFA. Parmi plusieurs mesures destinées à renforcer l'économie ainsi qu'une réduction du pouvoir du président qui deviendrait, et cela n'existe pas dans beaucoup de pays, révocable par le Parlement. Vous imaginez un président de la République révocable par le Parlement. Il propose aussi le remplacement du Conseil constitutionnel par une cour qui deviendrait la juridiction suprême du pays et dont les membres ne seraient plus nommés par le président de la République, ce qui est le cas. Il propose la suppression du Premier ministre et son remplacement par un vice-président
élu en même temps que le président. Les deux hommes, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, jouissent d'un soutien populaire absolument massif. Et Bassirou Diomaye Faye est élu le 24 mars président de la République du Sénégal et l'emporte dès le premier tour par 54,28% des suffrages. Plus de la moitié des suffrages, dès le premier tour. C'est un candidat anti-système, pas très connu du grand public avant son incarcération en mai 2023. Il a été candidat parce que le leader de son parti, Ousmane Sonko, ne pouvait pas l'être. Mais le Parti des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité réalise une percée absolument considérable, notamment au niveau de la jeunesse sénégalaise, séduite par la promesse d'un changement de système, de davantage de justice et d'une diminution des inégalités. Au lendemain de son élection, le futur président, dont la prestation de serment est prévue la semaine prochaine, le 2 avril, fait un discours dans lequel il s'engage à gouverner avec humilité et dans la transparence pour mettre en œuvre son programme axé sur la lutte contre la corruption, l'allègement du coût de la vie et la refondation des institutions. Mais le plus novateur est que le nouveau président sénégalais vient d'être élu sur la base d'un projet de rupture des derniers liens avec l'ancienne puissance coloniale française. Parmi ses objectifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Bassirou Diomaye Faye souhaite changer de monnaie, sortir du franc CFA, une mesure extrêmement populaire au Sénégal et d'ailleurs pas qu'au Sénégal, puisque c'est aussi le cas dans 7 autres pays d'Afrique de l'Ouest. Le franc CFA est une survivance d'une monnaie qui s'appelle la monnaie des colonies françaises d'Afrique. Colonie, C, française, F, Afrique, A. Voilà, c'est ce que ça voulait dire. Puis, après la période d'indépendance, on a transformé colonie française d'Afrique en communauté française d'Afrique. Mais vous savez que changer l'étiquette d'une bouteille ne suffit pas à changer son contenu. C'est donc une vieille monnaie, symbole de la tutelle française, et on comprend logiquement aujourd'hui que la volonté de s'en séparer soit largement soutenue par les populations. Le Sénégal a déjà lancé un changement de devise à travers le projet ECO, le nom de la nouvelle monnaie, une monnaie qui serait commune à 15 États d'Afrique de l'Ouest et qui intégrerait le Nigeria, pays anglophone, la première puissance africaine. C'est un pays qui regorge de ressources pétrolières. Le nouveau chef de l'État sénégalais veut donc relancer ce projet afin de parvenir à la souveraineté monétaire. Car l'indépendance sans souveraineté monétaire, c'est un mirage. C'est fictif, ça n'existe pas.
vous noterez que le Sénégal est indépendant depuis 64 ans, hein, en tout cas sur le papier. Mais la sortie du CFA, du franc CFA, ne sera pas forcément le premier signal de la rupture des liens néocoloniaux entre le Sénégal et la France. Il est plus que probable que le président Faye imite ses voisins du Burkina Faso, du Mali, du Niger, et commence simplement par fermer les 2 bases militaires françaises qui existent sur son territoire. L'élection de Bassirou Diomaye Faye est donc un nouveau revers pour ce qu'on appelle la France-Afrique. Alors, qu'est-ce que c'est? La France-Afrique, c'est un système politico-financier opaque et lucratif. J'ai envie de dire un système mafieux qui s'accompagne d'une diplomatie de l'ombre entre la France et ses anciennes colonies africaines. Elle a été mise en place d'une manière non officielle au lendemain des décolonisations et a pour objectif de défendre les intérêts français sur le plan stratégique, base militaire notamment, et économique, accès des multinationales françaises aux ressources naturelles et stratégiques, le pétrole et l'uranium, etc. Le système de la France-Afrique présente à des degrés divers, selon les pays, les caractéristiques suivantes. Une politique étrangère française qui ne relève pas du ministère des Affaires étrangères, mais de la cellule africaine de l'Élysée, sur un mode discrétionnaire et largement occulte. Une présence très importante de fonctionnaires français et d'attachés techniques dans les pays africains concernés. Une ingérence, y compris militaire, dans les affaires intérieures des pays concernés. Défense ou renversement d'un gouvernement, comme celui, par exemple, en Côte d'Ivoire, du président Gbagbo. Enfin, des liens financiers occultes entre le régime du pays et les partis politiques français. Ces liens financiers concernent la corruption des élites politiques africaines par les classes dirigeantes françaises. Pour toutes ces raisons, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, ce qui s'est passé au Sénégal le 24 mars est donc du plus grand intérêt. Merci.